Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Débat et Opinion. Vous savez, j'ai toujours trouvé ça bizarre, pour pas dire très mauvais, la façon dont les gens ont de juger une hypothèse, un argument ou une théorie. Et vu que ce sera toujours un sujet important, encore plus en ce moment, il fallait que j'en fasse un épisode dédié. Je vais donc aujourd'hui vous donner des méthodes qui marchent pour évaluer la qualité d'un argument ou d'une théorie. Pour cela, je m'appuie sur l'épistémologie, qui est en gros la science des connaissances, comment se construit une pensée objective. Et sur la zététique, qui pour faire très simple, est une méthode de pensée sceptique basée sur le doute. Donc des méthodes qui ont fait leurs preuves. Bon, avant de commencer, même si je sais que c'est chiant, on va faire un petit point sur les termes, pour qu'on puisse parler tous la même langue. L'hypothèse, c'est quand on fait une supposition pour expliquer quelque chose. Si on essaye d'y ajouter des arguments, ça devient une théorie. On peut décider d'adhérer à une théorie, c'est-à-dire la croire jusqu'à preuve du contraire, ou avoir foi en elle, c'est-à-dire la croire aveuglément. Si l'hypothèse a besoin d'un acte de foi, on parle alors d'un scénario. En science, on ne travaille qu'avec des théories. C'est ce que j'aime d'ailleurs avec la science. Ce sont des connaissances qui se construisent sur des preuves et sur des théories que d'autres peuvent remettre en cause. C'est donc quelque chose qui se fait collectivement et qui évolue avec le temps. Je vais ici partir du principe qu'une bonne théorie, c'est quand on cherche, et je dis bien cherche, à trouver la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur moyen d'aller tous dans la même direction. Dire chacun sa vérité, chacun sa science, ça ne marche pas pour le vivre ensemble. Bon voilà, j'ai fait le tour je crois. On est parti ? Bon, on va commencer par un principe simple, une anecdote n'est pas une preuve. Par exemple, vous pouvez citer votre grand-mère qui est fan de trap music et de métal, ça ne rendra pas toutes les grand-mères du monde fans de trap music et de métal. Vous trouvez ça con, hein ? Pourtant, on ne se rend pas compte à quel point tout le monde fait ça tout le temps. Je vais prendre un autre exemple. La grotte de Lourdes est une grotte qui aurait, selon la légende, provoqué des miracles chez des patients atteints de maladies très graves. En étudiant ces fameux miracles, on se rend compte qu'on ne peut pas tout expliquer avec la science. Ça donne alors envie de se dire, donc la grotte de Lourdes échappe à la science. Mais, quand on regarde la proportion du nombre de miraculés de Lourdes par rapport au nombre de voyageurs à Lourdes, plus de 500 000 par an, là déjà ça semble moins. En fait, en proportion, il y a autant de miraculés de la grotte de Lourdes que de miraculés de n'importe quel hôpital. Bah ouais. Voilà, donc l'anecdote n'est pas une preuve. L'analogie non plus d'ailleurs, parce qu'on peut justifier n'importe quoi avec. Donc c'est nul. Un autre principe important est le principe de parcimonie, aussi appelé le principe du rasoir d'Occam. Pour faire simple, on va attribuer un poids à chaque hypothèse. Si une hypothèse se base sur des chiffres scientifiques et mathématiques dans des domaines qu'on connaît, elle sera légère. Si une hypothèse se base à la fois sur ce qu'on connaît scientifiquement et sur des suppositions, dans des domaines encore vagues, le poids sera moyen. Une hypothèse remettant en cause des années de recherche créant des entités dont l'existence n'a jamais été prouvée, dans des domaines trop flous, ça c'est une hypothèse très lourde, souvent un scénario. La parcimonie, c'est privilégier les hypothèses les plus légères car elles sont de nature plus probable. Après, il faut regarder si l'hypothèse a des fondements logiques, parce que des fois, il n'a pas besoin d'être un expert pour valider une théorie. C'est juste une question de logique. Je pourrais développer sur ce qui fait un bon raisonnement et une bonne logique, mais Bruce de la chaîne Y Penser est déjà en train de faire une série sur le sujet, alors allez-y, il vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Et maintenant, on va attaquer un gros morceau, les biais que la personne peut avoir. Les biais cognitifs, c'est lorsque votre cerveau va tout seul modifier votre jugement et devenir votre pire ennemi. En description, je mettrai un recueil des principaux, je vous invite à le lire et à en chercher d'autres. Ici, je vais juste en citer quelques-uns pour que vous compreniez le principe. Il existe un biais qui s'appelle le biais de confirmation. C'est lorsqu'on a une hypothèse et qu'on va tout faire pour la confirmer. Vous vous souvenez, pour éviter les dissonances cognitives. Ainsi, notre cerveau va, naturellement, nous créer une sorte de filtre mental. On ne verra presque plus ce qui va à l'encontre de notre théorie, et on verra beaucoup trop ce qui pourrait confirmer notre théorie. Et c'est pourquoi les bons scientifiques et sceptiques cherchent en priorité à infirmer leur théorie plutôt qu'à les confirmer, pour éviter les biais de confirmation. Un autre biais classique, c'est les sources de financement. On est beaucoup plus sympa avec ceux qui nous financent. C'est pourquoi il est toujours utile de savoir quel milliardaire possède tel journal ou qui finance telle ou telle politique. La bonne foi n'étant, hélas, pas un bon indicateur. Alors lorsque vous entendez un argument, vous devez vous demander quel biais la personne peut subir.
Souvent, on ne se rend pas compte de nos propres biais. On se sent toujours totalement libre de nos pensées, et comme on vient de le voir, c'est faux. Et là, j'aimerais faire une remarque importante. Un biais n'est pas une manipulation, et un biais n'est surtout, mais alors surtout pas, un complot. Et j'ai parlé dans l'épisode 1 de Déo du concept de déterminisme. C'est le milieu social qui définit ces individus et les pousse à agir de telle ou telle façon. On peut donc très bien avoir un discours très biaisé sans que ce soit le résultat d'une manipulation ou d'un complot. Ensuite, j'y reviens, on va ajouter des arguments à une théorie. Il faut absolument que ce soit la personne qui défend la théorie qui fournisse ces arguments. Parce que sinon, n'importe qui peut venir et dire « Vous ne pensez pas comme moi, mais prouvez-moi que j'ai tort ». Ha! Parce que là encore, ça permettrait de justifier n'importe quoi. Enfin, un mot sur les théories irréfutables. Ce sont des théories qu'on ne peut pas prouver qu'elles sont fausses. La science les a depuis longtemps rejetées parce que c'est l'un des principes fondamentaux d'une théorie scientifique. Est-ce qu'on peut possiblement prouver que cette théorie est fausse? Je vais donc reprendre un exemple pour qu'on comprenne bien pourquoi, et je vais en remettre un coup sur les théories du complot. Dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des théories qui se basent sur très peu d'arguments, mais seront rendues crédibles par la fameuse phrase « S'il n'y a pas de preuve, c'est bien la preuve du complot ». Donc on aura beau invalider tous leurs arguments, les tenants de ces théories pourront camper sur leur position éternellement. Et à moins que les complots soient toujours, tout le temps, partout vrais, il faut trouver un moyen pour distinguer le vrai et le faux. Une théorie du complot à l'échelle d'un pays, c'est une hypothèse extraordinaire qui demande des preuves extraordinaires. Par exemple, je trouve que toutes les théories du complot entourant les Illuminati sont toutes nazes. Mais comme beaucoup, j'ai été convaincu par les preuves qu'avait apporté Edward Snowden dans l'affaire des écoutes de la NSA. Mais là, c'était une théorie du complot réfutable. Autre cas, si vous discutez avec une personne et que vous lui demandez « Est-ce que quelque chose pourrait te faire changer d'avis ?» et qu'elle vous répond non, là ça pue. Parce que ça veut dire que cette personne est dans un acte de foi. Et que, même en lui donnant de la rationalité, en prouvant que ses arguments sont faux, elle pourra possiblement camper sur ses positions éternellement. Donc ça ne sert pas à grand chose de discuter avec elle sur ce sujet-là. Et ouais, c'est dommage. Enfin, si vous vous retrouvez face à une personne qui dit des choses que vous ne savez pas si elles sont vraies ou fausses, demandez-vous, est-ce que cette personne peut tout expliquer? Si elle a l'air de pouvoir tout expliquer, là ça pue vraiment. Parce que voilà encore un truc qui me plaît avec la science, elle connaît ses propres limites. Vouloir tout expliquer tout le temps, c'est prendre le risque d'accepter n'importe quelle explication. Le meilleur exemple de ça, c'est les pyramides. Il n'y a pas de consensus scientifique, donc on va remplir le vide avec des civilisations disparues, des extraterrestres. Le cerveau est très bon pour remplir le vide avec n'importe quoi. J'aimerais maintenant vous donner un petit conseil qui s'applique uniquement aux théories de fans. Quand vous faites une théorie, pensez comme des scénaristes et non pas comme des fans. Il n'y a que comme ça que vos théories pourront être bonnes. Vous l'avez remarqué dans cette vidéo, j'ai souvent dit que j'aimais la science. C'est parce que je pense que c'est la meilleure méthode de pensée pour trouver des faits. Après, il y a des cas exceptionnels. C'est lorsqu'on va émettre un doute sur ce qui est admis comme vrai par la plupart des scientifiques. Le plus souvent, ce sont des non-scientifiques qui font ça, et l'histoire leur donnera tort. Mais dans de très rares exceptions, ce sera un scientifique qui amènera des preuves solides et ça aboutira à une révolution scientifique. C'est ce qu'a fait Mendeleïev par exemple. Mais il faut bien distinguer le moment où la morale est contre toi et les moments où la morale et les scientifiques sont contre toi. Bon, puisqu'on parle de lui, j'aimerais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi cherche-t-on la vérité ? Donald Trump est devenu le symbole de ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Quels que soient les mensonges ou les conneries qu'il a pu sortir, des personnes l'ont pris au sérieux. Pourquoi ? Parce que la vérité ne les intéressait plus. On ne prend plus le temps de vérifier les infos, on ne croit que ce qui nous arrange, et petit à petit, on ne vit plus dans le même monde. Et bien sûr, ça mène à la haine, au rejet de l'autre en politique. Et en biologie, à la mort. Refuser les mauvais arguments et apprendre à bien douter, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'obscurantisme et le fascisme. Et j'espère que cette vidéo y aura contribué. Et c'est sur ces mots que je conclus ce 5e déo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire parce qu'il m'intéresse. Vous avez peut-être remarqué, j'ai essayé de gérer la lumière pour donner du sens à ce que je dis.
C'est la première fois que j'essaye ça, alors ça a plus ou moins bien marché. Je vous dis à la prochaine fois, et jusque là, utilisez votre cerveau et soyez heureux. You've been left on your own, like a rainbow in the dark. Just a rainbow in the dark.